Alors bonjour Roland Hureau. Bonjour Jean Robin. Alors vous avez écrit de nombreux livres sur l'Union Européenne et nous en Enquête et Débat on a une question, approchez le micro, qui nous taraude, c'est faut-il sortir de l'Union Européenne pour la France? J'en ai écrit deux. Votre question est une bonne question parce que je pense que telle qu'elle existe aujourd'hui, l'Union Européenne est malfaisante pour la France, mais pas seulement pour la France, pour l'ensemble de l'Europe, au même titre que le Parti communiste de l'Union soviétique pouvait être malfaisant pour la Russie. Et c'est une question que je récuse un petit peu pour deux raisons. La première, s'agissant d'un grand pays comme la France, sortir de l'Union européenne, c'est, pardonnez-moi l'expression, la foutre en l'air. On n'imagine pas une seconde qu'un pays comme le nôtre puisse sortir par la porte de derrière et dire aux autres « Écoutez, maintenant vous restez entre vous, débrouillez-vous ». C'est ridicule. D'autant que la France est à l'initiative, très largement, de ce qui fut le marché commun, puis la communauté économique européenne, puis l'Union européenne. Et quand la France se retire d'un ensemble européen quel qu'il soit, ne serait-ce que par sa position géographique, il n'y a plus d'ensemble qui tienne. Donc la question c'est, faut-il que disparaisse l'Union européenne? Et à cette question, je vous dirais, ce n'est pas la peine d'agir, ça va se faire tout seul. C'est planifié. L'Union européenne vit aujourd'hui ses derniers jours. Est-ce qu'on peut accélérer cette chute peut-être? Vous n'accélérerez rien. Qui voulez-vous qui accélère quoi que ce soit? Les petits groupuscules souverainistes, ils n'auront pas d'impact sur le sujet. Vous avez une mécanique tellement formidable qui est à l'œuvre et qui tient en contradiction même de cette construction. Et dans la construction de l'Union européenne, vous avez deux étages. Vous avez l'étage de Bruxelles qui pourrait encore marché unique, libre circulation, qui pourrait encore tenir quelque temps, malgré sa bureaucratisation absurde. Et puis vous avez un deuxième étage qui est l'étage de Francfort, la monnaie unique. La monnaie unique est condamnée aujourd'hui. Elle vit ses derniers jours. Elle est, si j'ose dire, s'agissant de la Grèce, le talon d'Achille de la construction européenne. Donc, alors pour quelle raison la crise grecque est-elle insoluble? Elle est insoluble, c'est-à-dire que nous sommes dans une phase d'acharnement thérapeutique. Tous les 2 mois, les Français, les Allemands et puis les autres, mais enfin surtout les Français et les Allemands, se réunissent pour insuffler un petit peu plus d'oxygène à ce moribond, faire marcher un petit peu plus la pompe d'oxygène à ce moribond, qui n'est pas la Grèce, qui est derrière l'euro. Parce que l'euro est une construction qui apparentait à un château de cartes, c'est-à-dire que quand vous faites un château de cartes, si vous enlevez une carte, même une petite carte, parce que la Grèce, c'est après tout pas beaucoup, c'est 2 ou 3% du PIB de l'Union européenne, quand vous enlevez une petite carte, c'est tout le système qui s'effondre, parce que si la Grèce, d'une manière ou d'une autre, sort de l'Union européenne, ça me paraît inéluctable, ou si elle fait faillite, ce qui revient à peu près au même, vous aurez immédiatement les marchés financiers qui vont attaquer le Portugal, attaquer l'Irlande, attaquer l'Espagne et pourquoi pas la France. Et donc le système va se déliter. C'est la raison pour laquelle on se bat tellement pour préserver, pour essayer de continuer pour essayer que la Grèce reste dans le système de l'euro, alors que aujourd'hui c'est une impossibilité totale. Alors concrètement, si la Grèce sort de l'euro, et si même la France sort de l'euro, quelles sont les conséquences pour nous Français ou pour les Grecs? Pour tous les pays sauf l'Allemagne, l'éclatement de la zone euro, à ne pas confondre avec un effondrement. Une monnaie qui s'effondre, c'est une monnaie qui ne vaut plus rien. Une monnaie qui éclate, c'est une monnaie qui se divise en plusieurs monnaies, mais ces monnaies valent quelque chose. Même la drachme vaudra, la nouvelle drachme vaudra quelque chose. Ça se traduira par une dévaluation, au moins par rapport aux marques. Une évaluation, ça a toujours existé dans le passé. C'est un facteur de régulation. C'est un facteur de régulation qu'on pourrait comparer au braquet.
C'est-à-dire que quand vous avez un coureur qui est en train de peiner dans le col du Tourmalet, je vous dis ça parce qu'on est bientôt dans le Tour de France, bon, il n'arrive pas à suivre le peloton, qu'est-ce qu'il fait? Il rétrograde, il prend une petite vitesse. Alors, il va falloir bondiner plus vite, mais il a des chances de recoller le peloton. Donc d'évaluer, c'est passer d'un gros braquet à un petit braquet. Alors, pour ce qui est une évaluation, il y en a toujours eu dans le passé. Et contrairement à ce qu'on croit, la France n'est pas un pays qui a beaucoup dévalué. Elle n'a jamais dévalué que par rapport aux marques. Si vous prenez le rapport du franc et du dollar, il est resté constant pendant 50 ans. Il n'y a que le marque qui a monté, en raison probablement de la psychologie particulière, mais ça c'est une autre question, du peuple allemand et de son expérience historique très spéciale, vous en conviendrez. Alors, il faut prendre des mesures de rigueur. Des mesures très difficiles pour la population, parce que tous les produits importés vont devenir plus chers, surtout pour la Grèce. Pour la France, c'est même pas sûr, pour la Grèce. Et puis, vous me direz, mais alors, quelle différence avec les plans d'austérité que l'Union européenne s'efforce d'imposer aujourd'hui au gouvernement d'Athènes, au gouvernement de Lisbonne et autres? La différence, elle est fondamentale. C'est que quand vous dévaluez, vous repartez sur un bon pied, et vous avez l'espoir de rétablir votre situation. En général, elle se rétablit très très vite. Quand Georges Pompidou a dévalué en 1969, après que pendant 10 ans le général de Gaulle ait essayé de tenir le franc et le marque ensemble, mais c'était la conséquence inéluctable de mai 68, ça a été tout immédiatement un boom considérable pour l'économie française. Et là, ça sera pareil, ça sera un boom considérable pour tous les pays qui accepteront de dévaluer. Ça n'est pas une catastrophe, et puis encore une fois, il n'est même pas sûr que la France va dévaluer. La Grèce, oui. L'Espagne, oui. C'est plutôt l'Allemagne qui va réévaluer. L'Allemagne qui va réévaluer. Tout dépend du cours auquel sera fixé le nouvel euro, si on garde, comme je le souhaite, l'euro comme monnaie commune et non pas comme monnaie unique, c'est-à-dire comme étalon de référence. Et alors pour ceux qui, comme moi, sont un peu profanes de toute cette science économique, qu'est-ce que cela signifierait-il en termes d'inflation notamment et en termes de pouvoir d'achat? Vous avez immédiatement une certaine réduction du pouvoir d'achat, et vous avez un risque d'inflation qu'il faut verrouillé par des mesures. C'est le cas dans chaque fois qu'il y a une évaluation. Mais vous avez des prix beaucoup plus compétitifs. Qu'est-ce que c'est une évaluation? C'est un commerçant qui n'arrive plus à vendre et qui décide de faire des soldes à hauteur de 20%, par exemple, s'il y a des évaluations de 20%. Qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont se précipiter pour acheter des produits en solde. Alors entre la France et l'Allemagne, par exemple, ça veut dire que les voitures allemandes vont être plus chères que les voitures françaises vont être moins chères. Alors, ça veut dire que les gens qui ont des petits budgets vont acheter plutôt des voitures françaises, non seulement les Français, mais les Allemands et d'autres. Et donc nos usines, si tant est que les voitures françaises sont encore des voitures françaises, c'est une autre question, vont être stimulées. Ça n'est pas sur le plan purement économique, c'est un bien. Sur le plan psychologique et politique, ça sera un tremblement de terre considérable, tout à fait considérable, qu'il va falloir de vrais hommes d'État pour gérer ce tremblement de terre. Je ne sais pas si nous en avons, parce que mentalement, idéologiquement, la classe dirigeante de tous les pays d'Europe occidentale vit sur le mythe de l'euro. Et je pense que la plupart sont incapables de sortir de cette mythologie. C'est un petit peu comme si vous demandiez aux gens qui ont fait toute leur carrière au Parti communiste de l'Union soviétique, en 1985, vous avez la perestroïka, on leur demande de s'adapter à un régime libéral. Il y a quelques jeunes qui l'ont fait, mais toute la partie la plus âgée de la nomenclatura communiste a été incapable de s'adapter. Et là, vous avez une classe politique qui va être frappée de péremption. Et c'est la raison pour laquelle ils résistent. C'est pas pour des raisons économiques, c'est parce qu'ils savent qu'ils auront affronté une révolution à laquelle ils ne sont pas préparés. Ils ne sont pas préparés. Alors justement, et je dirais Sarkozy en tête.
Alors vous parlez d'un tremblement de terre, mais ce que j'entends c'est un tremblement de terre dans l'oligarchie en fait, parce que le peuple il serait plutôt bénéficiaire. Et j'ai envie de vous demander pourquoi est-ce qu'il y a un tel aveuglement sur l'euro malgré la crise grecque, malgré les injections de quantité astronomique de liquidités, et pourquoi cette diabolisation finalement de ceux qui défendent la sortie de l'euro. Je lis tous les jours que ceux qui sont contre l'euro ou qui font le pronostic de sortie de l'euro sont des primaires, sont des imbéciles. Le mot a été, je trouve le mot dans une chronique récente d'Alexandre Adler, par exemple, dans le Figaro, mais il y en a d'autres. Alors je ne vous parle pas du Monde, bien entendu, ou des radios, la plupart des radios et des télévisions. Vous avez un phénomène idéologique. Comme en 2005 avec le référendum, c'est le même principe. Tous les médias étaient pour le oui. Et le peuple était pour le non. Et en rigoureuse proportion de son éloignement de la classe dirigeante. C'est-à-dire que plus les gens étaient pauvres, plus ils étaient pour le non. Jamais on a eu un affrontement classe contre classe aussi violent que le 29 mai 2005. Et l'oligarchie ayant toujours raison, elle a fini par renverser la situation à son bénéfice et à faire voter par les parlements ce traité que le peuple ou les peuples avaient refusé, parce que la situation n'est pas différente dans les autres pays. Alors vous avez un phénomène idéologique, c'est-à-dire que quand vous êtes... Qu'est-ce que c'est une idéologie? C'est la politique guidée par des idées fausses et simples. L'idée qu'on va faire l'union de l'Europe parce qu'on a une monnaie unique, qu'on va tous s'aimer parce qu'on aura la même monnaie, c'est une idée complètement idiote parce que les choses sont beaucoup plus compliquées que celle-là. N'empêche que c'est l'idée qui dirige la politique. C'est aussi idiot que de dire que tous les hommes vont s'aimer parce qu'il n'y aura plus de propriété privée, comme on l'a vu dans d'autres continents. Et les gens qui sont enfermés dans un schéma idéologique ont énormément de mal à en sortir. Mais ça les rend intolérants vis-à-vis de tous ceux qui sont en dehors de ce schéma. Ça, c'est le premier point. S'agissant de l'économie, on est frappé tout de même que pratiquement tous les prix Nobel d'économie, vous en avez encore une quinzaine qui sont en vie, et vous aviez un prix Nobel d'économie, Maurice Allais, qui était le seul français, mais qui avait dit la même chose, on dit ça va se casser la gueule au bout de 10 ans, ça ne marchera pas plus de 10 ans, pour des raisons précises. Et vous avez à peu près tous les 10 premiers de l'ENA ou l'inspection des finances françaises, à part deux, qui sont persuadés que l'euro est une bonne chose et que l'euro va durer. Vous avez ce contraste entre des gens qui représentent l'élite, qui sont supposés représenter l'élite intellectuelle de la société française, et qui sont très sûrs d'eux sur une contre-vérité, et tellement sûrs d'eux qu'ils arrivent à tenir leur opinion contre l'ensemble des prix Nobel d'économie. C'est aberrant. Alors je me suis interrogé, il y a le phénomène idéologique, bien sûr, il y a le manque de courage, c'est-à-dire que même des gens qui pensent le contraire, ils se disent « si je suis seul à penser ça, c'est que j'ai probablement tort ». Il y a la pression extraordinaire de ceux qui ont le pouvoir. Par exemple, dans une banque ou dans une entreprise comme AXA, si vous étiez contre l'euro il y a 5 ans, vous étiez viré immédiatement. Ah oui. C'est donc cette pression. Et si vous voulez faire carrière dans la haute fonction publique, bon, vous arrivez à un certain niveau, mais si vous pour aller dans les très hautes sphères, il n'y a aucun moment il faut dire que vous êtes contre l'euro, ou même pour avoir une investiture de l'UMP dans une petite circonscription de province. Donc il y a la pression de tout l'appareil. Vous avez aussi le fait que très peu de gens comprennent l'économie. J'hésite pas à le dire. Vous avez ceux qui ont appris les mécanismes économiques de base à Sciences Po, à Sciences Éco, pourquoi pas. Ces mécanismes économiques de base montrent que l'euro ne peut pas tenir. Je vous passe le détail, mais c'est évident que si vous avez des prix qui augmentent plus vite dans un pays que dans l'autre, vous aurez un déséquilibre à la balance des paiements, et que ce déséquilibre, il ne fera que s'aggraver plus le temps passe, et à un moment, il faudra solder les comptes. C'est ce qui est en train de nous arriver à l'égard de la Grèce, et qui nous arrivera vis-à-vis des autres. Ça, c'est le premier point. Mais ils ne les prennent pas au sérieux. Au fond d'eux-mêmes, ils se disent, oui, mais ça marche. Ils n'en ont pas perçu le caractère impératif de ces mécanismes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que vous avez ceux qui ne sont qu'économistes et qui n'ont pas par derrière une culture générale, j'allais dire historique, sociologique, peut-être même philosophique, et qui se disent, au fond, le tempérament des peuples, l'idée qu'on va pouvoir transformer les Grecs en Allemands. Ça leur a pas paru une idée absurde. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas grand-chose de la civilisation grecque, ils ne savent pas grand-chose de l'histoire allemande. Ils pensent que... Ils connaissent bien les mécanismes économiques, ça oui, y compris la partie mathématique,
Mais quand on leur dit qu'on va transformer une cigale en fourmi, parce que c'est au fond de ça qu'il s'agissait, hein, c'était on va faire transformer les cigales en fourmis. Et transformer les Grecs en Allemands, ou les Portugais en Allemands, même les Français en Allemands. Oui, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Ils n'ont pas cette espèce de profondeur culturelle qui permet de voir à quel point l'entreprise est absurde pour des raisons culturelles. Alors, c'est pas que les gens... C'est pas que les Grecs soient méprisables, que les Allemands soient méprisables, c'est le système actuel qui donne l'impression qu'ils sont méprisables et qu'ils sont fainéants et autres. C'est absurde. En réalité, des différences de compétitivité, il y en a toujours eu. Depuis la préhistoire, je suis à peu près certain que l'homme de Néandertal était moins compétitif que l'Homo sapiens. Mais ces différences étaient neutralisées pour que tout le monde soit à égalité par le jeu des fluctuations monétaires. Or, ces fluctuations monétaires, on les a arrêtées en 1999, quand on est entré dans l'euro. Donc on a supprimé ce mécanisme d'équilibre. On se retrouve avec des déséquilibres, et des déséquilibres, plus le temps passe, plus ils avancent. Alors quand je vous dis l'euro est fini, imaginez que quelqu'un soit avec un treuil qui est en train de tendre l'élastique. Bon, vous ne faites pas une prévision risquée quand vous dites que l'élastique va passer, va craquer. C'est ce qui est en train de se passer. Alors, vous ne savez pas quand, si c'est demain, ou si c'est dans un mois, ou si c'est dans 2 ans, ou dans 10 ans, sûrement pas dans 10 ans. Un an, je ne suis pas sûr qu'on va tenir un an. Je ne suis même pas certain qu'on va tenir jusqu'à la prochaine élection présidentielle. Et là, ça va être un choc. Et alors vous parliez de la rigueur qui est imposée à la Grèce, y compris par le FMI. Est-ce qu'on n'assiste pas là aussi à finalement un retour de l'histoire, c'est-à-dire que l'État-providence doit se réformer et que des hommes politiques courageux ne l'ont pas fait, et donc là maintenant les événements s'imposent à eux par le hasard de l'histoire, mais est-ce qu'on peut continuer comme ça à recevoir de l'immigration en donnant... C'est toute cette polémique autour de l'assistanat, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que c'est lié? Ça, je pense que ce sont 2 sujets différents. C'est-à-dire que si un pays veut obérer sa compétitivité par un système social trop généreux, il a le droit de le faire à condition de ne pas prétendre en même temps d'avoir une monnaie forte. Or, l'euro, c'est une monnaie forte que vous donnez à des pays qui n'ont pas une économie forte. Alors, pour ce qui est du système social, il y a 2 choses. Il y a le fait qu'il puisse devenir lourd et pléthorique et coûteux, et puis le fait qu'une partie de ce coût puisse venir de l'immigration, mais une partie seulement. Une partie seulement. Je ne crois pas au discours libéral qui consiste à dire que tous les mécanismes de solidarité sociale qui ont été mis en place dans la première moitié du XXe siècle soient périmés et doivent sauter face au vent du libéralisme mondial. Il y en a qui le voudraient, je ne pense pas que ce soit une nécessité. Pourquoi ce n'est pas une nécessité? Alors je m'inscris totalement en faux contre ceux qui disent qu'il faut démanteler le programme national de la résistance. Je suis attaché à l'héritage du programme national de la résistance, c'est la moindre chose pour un gaulliste. Et contrairement à ce qu'on pense, je ne pense pas que c'était ce qu'on dit, je ne pense pas que ce soit un programme communiste. Pourquoi? Parce que dans les sociétés primitives, y compris l'Afrique actuelle, vous avez des solidarités familiales de toutes sortes. Les vieux, on ne les laisse pas tomber. On les même pas. Bon, on les laisse pas tomber. Les enfants s'en occupent aussi. Mais dans des sociétés urbaines, vous avez un éclatement de la famille, un éclatement de la plupart des solidarités. Il faut bien que la solidarité nationale prenne le relais. Maintenant, ces mécanismes de solidarité ne sont pas naturellement autorégulés. C'est-à-dire qu'ils sont souvent la porte ouverte à des abus mal contrôlés. Il n'y a pas un contrôle analogue à ce que peut être dans la production privée le marché. Donc il faut en effet éviter qu'il y ait des accès, éviter qu'il y ait des abus. Et vous parlez de la question de l'immigration. Il est vrai que la France est extraordinairement généreuse pour ses immigrés, plus que d'autres pays. Ça crée un appel d'air et ça crée aussi un ressentiment dans les classes populaires. J'écris dans Marianne un article qui va apparaître, qui est peut-être paru aujourd'hui ou qui va apparaître demain, sur le ressentiment profond des classes populaires travailleuses vis-à-vis de ceux qui bénéficient de l'assistance, qui est peut-être un des clivages les plus fondamentaux de notre société. Et quand je dis les classes populaires travailleuses, j'y inclus les immigrés, les travailleurs immigrés, mais quand ils sont vraiment travailleurs. Et il y en a un certain nombre, Dieu merci. Alors, ce sentiment est totalement ignoré de l'oligarchie.
totalement ignoré de l'oligarchie, on le stigmatise, on dit que ce sont des sentiments ridicules, etc. Ce sont des jalousies de voisins de palier, mais je crois que le peuple a un sentiment instinctif de la justice qui fait qu'il considère que ceux qui travaillent doivent gagner au moins davantage que ceux qui ne travaillent pas. Or, ce n'est pas toujours le cas, et ça c'est une vraie question, mais ça n'a pas grand-chose à voir avec l'euro, parce que on pourrait très bien... l'Allemagne aussi a des systèmes de solidarité collective, ça n'empêche pas d'être un pays compétitif. Et inversement, vous avez des pays anglo-saxons qui ne sont pas dans l'euro. Alors quand même une différence importante entre l'Allemagne et la France, c'est que l'Allemagne a un énorme tissu de grosses PME, ce qui fait vraiment défaut à la France. Et là, on arrive sur le terrain de l'initiative personnelle, de la création d'entreprises. On a l'impression qu'en France, c'est pas notre culture, et que ça nous handicape quand même, et à contrario, les hommes politiques ont peut-être tendance à donner trop d'argent à des gens qui sont moins productifs. La France a d'autres atouts, le tourisme, la présence d'un certain nombre de grandes entreprises au niveau mondial en matière de travaux publics. Vous savez, quand j'étais à Sciences Po, il y a déjà un certain temps, disons presque 40 ans hélas, j'ai entendu un cours où on me disait que le PIB de la France était les 2/3 du PIB allemand, la production, et l'industrie française était la moitié de l'industrie allemande. Ensuite, en 1983, j'ai suivi une séance de formation continue. Il y avait un professeur que personne ne connaissait qui s'appelait Strauss-Kahn. Il nous a ressorti à peu près les mêmes chiffres. Et puis aujourd'hui, c'est à peu près les mêmes choses aussi. L'Allemagne a un petit peu plus parce qu'elle s'est réunifiée, mais pas beaucoup plus, parce que l'ex-Allemagne de l'Est ne représente que 10% de son produit national. Chaque pays a ses avantages, chaque pays a ses inconvénients. Par contre, vous avez en France une propension à l'inflation qui est moindre que dans la plupart des autres pays du monde, mais qui est plus forte qu'en Allemagne. Et comme les Français ne regardent qu'à l'Allemagne, ils ne regardent pas le reste du monde, cette propension à l'inflation fait qu'il a fallu des corrections du taux de change régulièrement. À l'égard de l'Allemagne, c'est tout. Quand j'étais petit, en 1960, j'ai demandé à ma maman combien valait les différentes monnaies. Elle m'a dit qu'un dollar égale 5 francs. Et elle m'a dit qu'un mark égale 1 franc. C'était ce que voulait le général de Gaulle. Aujourd'hui, le mark vaut beaucoup plus qu'un franc. S'il existait, oui. Quand il existait, mais enfin, bon, à travers l'euro, on voit bien qu'il était arrivé à presque 4 francs. Par contre, un dollar, c'est toujours 5 francs si vous traduisez en euros. Autrement dit, la France et les États-Unis, c'est quand même les États-Unis, c'est une référence, on voguait en parallèle sur 50 ans, il n'y a pas des complexes d'être à égalité avec les États-Unis. Par contre, l'Allemagne a une propension à l'inflation qui est beaucoup plus faible. En plus, l'Allemagne n'a pas joué le jeu, parce que quand on est rentré dans l'euro, il aurait fallu décider que les Européens ne seraient pas ni des cigales ni des fourmis, mais une espèce de nouvelle bête qui serait la synthèse des deux, avec les qualités et les défauts et de la cigale et de la fourmi. Les Allemands ont voulu que tout le monde soit des fourmis comme eux. Et dès l'entrée dans l'euro, ils se sont imposés une réduction des coûts de production, des salaires d'environ 10% pour s'assurer un avantage sur tous les autres pays d'Europe. Ils savaient très bien que les autres n'allaient pas les suivre. Hein. C'est comme quand vous avez un peloton, vous avez le plus musclé de tous qui tout de suite sprint dès le début du col. Il ne faut pas qu'ils s'attendent à ce que les moins musclés le rattrapent, sauf à ce qu'ils mettent un tout petit dérailleur, un tout petit développement. Mais ce n'est pas le cas, c'est interdit. Donc voilà, les Français ont trop de complexes vis-à-vis de l'Allemagne. Il ne faut pas oublier que depuis 2000, la France a plus de naissances que l'Allemagne. Et c'est la première fois depuis 1870. Et tous les ans qui passent, nous avons encore plus de naissances. Parce que le gros avantage de l'Allemagne, c'est qu'elle n'a pas d'enfants. Elle n'a pas d'enfants, donc elle n'a pas beaucoup de dépenses de crèche, beaucoup de dépenses d'école. Donc elle fait des économies. Mais vous imaginez que ça ne va pas durer éternellement. Et qu'on ne parle pas d'immigration, parce qu'il y a autant d'immigrés en Allemagne qu'en France. Donc l'impact de l'immigration, il existe dans les deux cas, mais il ne permet pas d'expliquer cette différence qui est en faveur de la France. Alors, vous avez des leaders européens, enfin disons nationaux, mais qui sont venus à Paris ces derniers jours. Je citerai Nigel Farage et Oscar Freisinger, qui tiennent un discours très proche du vôtre. Est-ce que vous les connaissez? Est-ce que vous avez des contacts avec eux? Et que pensez-vous de leurs différentes initiatives au plan national où Nigel Farage est député européen? Je ne les connais pas. Nigel Farage, je l'ai vu sur Internet, il a beaucoup de talent. Quand je l'entends, j'ai un grand regret, c'est qu'il n'y ait pas de Français
qui puisse être au Parlement européen et tenir un discours comparable. Et pour ça, s'il n'y en a pas, je pense que les organisations dites souverainistes, type Debout la République ou Mouvement pour la France, ont une certaine responsabilité dans la mesure où ils ont tout fait aux dernières élections européennes pour qu'il n'y ait pas de députés européens dans cette mouvance. Alors j'admire que les Anglais aient quelqu'un d'aussi culotté, aussi talentueux que Nigel Farage. Enfin, sa partie est plus facile parce que les Anglais ne sont pas dans l'euro, hein, donc l'Angleterre n'est qu'à moitié dans l'Union européenne et la Suisse elle n'y est pas du tout. Elle n'y est pas du tout, mais enfin il y a des gens qui voudraient l'y faire rentrer, principalement l'oligarchie suisse et celui dont vous me parliez là, Oskar Freisinger. Oskar Freisinger, bon c'est au départ, d'après ce que j'ai vu, c'est un simple professeur de collège qui a ouvert qui a ouvert sa gueule pour dire ce qu'une partie de la population pensait et ça lui a assuré une certaine destinée politique. Mais je crois quand même au rôle prépondérant de la France en Europe, c'est-à-dire les grands mouvements, les grands mouvements qui intéressent l'Europe, ils commencent en France. S'ils ne commencent pas en France, je vous donne deux exemples dans l'histoire. Vous avez la Révolution américaine, qui, sur beaucoup de thèmes, précède la Révolution française. Et la Révolution française, qui n'est arrivée qu'une dizaine d'années plus tard, a eu un impact mondial beaucoup plus considérable, en récapitulant les thèmes qui étaient dans la Révolution américaine. Mai 68. Dès 1967, vous aviez des mouvements alternatifs en Allemagne, des révoltes d'étudiants qui faisaient du bruit, etc. Mais ça n'avait pas un impact considérable. Quand il y a eu mai 68 en France, alors là ça a eu un impact tout à fait considérable, pour le meilleur et pour le pire, parce que c'était quand même la mort politique du général de Gaulle, et comme par hasard c'est arrivé un an après sa rupture avec les États-Unis sur une série de sujets majeurs, que ce soit le Vietnam, le Québec, le Proche-Orient, etc. Mais c'est pour vous dire que s'il doit se passer quelque chose en Europe, ça commencera en France. Mais vous pensez quand même qu'il y aura une coalition de possible avec ces étrangers? Pourquoi pas? Une Europe des patries, par exemple? Cela ou d'autres. L'Europe des États ou des patries, je crois profondément à l'Europe. Je suis viscéralement européen. Et c'est ce qui me remplit de rage vis-à-vis de cette mécanique bruxelloise. Vous me direz, mais vous êtes européen, c'est étonnant, comment ça se fait que vous êtes européen, on croyait que vous étiez anti-européen. Non, vous pouvez aimer la Sainte-Russie et considérer que Staline, c'était pas bien. Alors là, M. Barroso, c'est pas Staline, hein, il ne faut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Mais néanmoins, cette emprise bureaucratique, tatillonne, stupide, contre-productive, destructrice sur bien des égards, c'est une stérilisation des formidables énergies qui existent sur le continent européen. Donc, le jour où cette mécanique va sauter, ça me paraît inévitable parce que, je ne vous l'ai pas dit, mais quand vous avez un maillon qui saute, le reste se suit. Et d'ailleurs, ils le savent, c'est pour ça qu'ils s'accrochent à la Grèce. Ils savent bien que tout va filer si le verrou grec saute. Le jour, vous aurez un réveil, vous aurez un traumatisme considérable. Et je crois que, moins que pousser pour que ça arrive vite, je crois qu'il faut préparer. Il faut que se prépare une génération d'hommes politiques qui soient capables d'affronter un paradigme radicalement nouveau. Je ne crois pas qu'on puisse le faire avec une inspiration très très différente de celle qui était l'Europe des États, l'Europe des patries de Jean Monnet, parce que pardonnez-moi, l'Europe des patries c'est une expression du général de Gaulle, c'est pas une expression d'Oskar Freisinger. Oui, il faut une coopération entre ces pays d'Europe, y compris sur le plan monétaire. On pourrait faire simplement une monnaie commune au lieu d'avoir cette folie d'une monnaie unique. Et sur d'autres matières, en matière de politique étrangère, il y a une place pour une concertation permanente. Mais pas cette ridicule ministre des Affaires étrangères qui soit plaquée, dont vous pardonnerez de ne pas savoir le nom. Là, je suis une Anglaise qui est totalement en porte-à-faux par rapport à ce qu'est la véritable Europe. Alors oui, il faut se préparer, il faut préparer ce qui va se passer, parce que ce traumatisme, il est pour demain. Et ce sera une révolution très importante, inéluctable, totalement inéluctable, et à laquelle les gens ne sont pas préparés. Mais ça ne veut pas dire que ce sera la fin de l'Europe, au contraire, ça sera son commencement, ou son recommencement. Alors, inutile de vous dire que ça ne sera pas le retour, comme on le prétend,
des nationalismes. Ça ne doit pas l'être. Il y a des gens, vous avez toute une oligarchie mondiale qui vous disent « Ah mais si on abandonne le mondialisme, si on abandonne l'Europe, ça va être je n'aurai pas Hitler qui va revenir. » C'est comme si on vous disait il y a un viol, il faut castrer tout le monde. Quoi, je veux dire, il faut... C'est les mêmes arguments qu'en 2005 avec le référendum. Oui, tout à fait. Je veux dire, tous les jours, tous les soirs, il y a des gens qui font l'amour et qui montrent qu'il y a un vaste espace entre des violeurs assassins et puis la chasteté plus. Hein. Bon, là, c'est pas... Les gens vous disent... Ils vous font du chantage en vous disant « Ah, mais vous allez réveiller Non, l'amour de la patrie, c'est quelque chose de naturel, qui n'a rien à voir avec le fascisme, avec le nazisme. Mais c'est un argument, un chantage de ces forces, de cette oligarchie mondialiste qui voudrait nous faire assimiler tout ça. À nous de prouver que ce sont deux choses totalement différentes. Et nous avons un grand maître pour cela, qui fut le général de Gaulle. Sur ce message d'espoir, merci beaucoup Roland Hureau. Merci.